Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir à ce webinaire organisé par ProBayes et qui aura pour thématique améliorer votre performance industrielle grâce à l'intelligence artificielle. Donc, à l'heure de l'industrie 4.0 et de l'industrie du futur, il nous a semblé intéressant d'organiser ce webinaire en focalisant sur cette thématique. Donc, nous sommes deux à animer ce webinaire. Donc, moi-même, Pierre Guérin, directeur commercial, et particulièrement en charge de nos offres dédiées à l'industrie et à la performance industrielle. Donc, j'ai une trentaine d'années d'expérience dans les solutions digitales appliquées à l'amélioration de la production et de la fabrication à travers différents systèmes d'information. Et donc, je suis accompagné de Vincent Bonivard. Bonjour à tous. Je suis donc data scientist chez ProBayes et je m'occupe en particulier des projets liés à l'industrie ici. Voilà, alors petite précision, vous pouvez tout au long du webinaire poser des questions sur la partie chat public que vous allez retrouver dans la room qui vous permet de suivre ce webinaire sur le côté droit. Donc n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser des questions si elles vous viennent à l'esprit. Alors, en termes de sommaire, nous allons commencer par une courte présentation de ProBayes. On ne s'attardera pas trop sur ProBayes, mais néanmoins, il nous paraît nécessaire quand même de vous faire part de qui on est et de ce que l'on fait. Ensuite, Vincent focalisera sur la thématique à proprement parler de l'intelligence artificielle dédiée à l'industrie, en évoquant deux retours d'expérience assez concrets, mais de différentes natures. Donc deux retours d'expérience de mise en place de l'IA pour l'industrie et la performance industrielle. Ensuite, suite à ce retour d'expérience, on vous fera part de ce qu'il a été nécessaire de mettre en place pour pouvoir dérouler ces projets et les mettre en œuvre. Et enfin, nous terminerons par des questions et réponses que vous aurez pu poser tout au long du webinaire par le chat public. Alors, une courte présentation de ProBayes quand même. Donc, nous sommes une société qui a été créée en 2003. Donc, nous avons aujourd'hui 16 ans d'expérience dans la mise en place de modèles dédiés alors pas qu'à la performance industrielle, mais nous avons quand même globalement 16 ans d'expérience dans la modélisation et dans l'intelligence artificielle. Nous sommes une spin-off de l'INRIA et du CNRS. Nous sommes spécialisés en data science et solutions prédictives. Nous sommes des purs players de l'intelligence artificielle, voilà. Et comme vous pouvez le voir sur le slide, donc nous sommes au cœur d'un écosystème pointu de recherche et d'innovation numérique avec beaucoup de porosité, avec des laboratoires de recherche et des structures académiques. Nous sommes 55 personnes, nous sommes basés à Grenoble, à Montbonneau pour être plus précis, dans l'agglomération grenobloise, et également une antenne à Paris. Nous sommes composés de 75% de docteurs et d'ingénieurs, et nous avons fait l'objet d'un rachat par le groupe La Poste en 2016. Voilà, nous adressons différentes disciplines, donc c'est une segmentation scientifique que vous pouvez voir sur ce slide, donc avec un premier segment scientifique qui est particulièrement dédié à tout ce que l'on appelle le computer vision, ou également la fusion de capteurs, donc cette capacité à pouvoir détecter, discriminer différentes ressources, soit dans des photos, soit dans des vidéos. Généralement, le computer vision et la fusion de capteurs sont plutôt des solutions algorithmiques qui sont mises en place dans des systèmes embarqués, d'ordre général. Voilà, ensuite une stream plus conventionnelle, plus traditionnelle, donc ce qu'on appelle le machine learning aujourd'hui, mais qui vise à travailler à partir de données transactionnelles qui sont stockées dans différents conteneurs que peuvent être des bases de données relationnelles, le cloud, des fichiers aussi, pourquoi pas. Mais voilà, donc des données plutôt d'ordre transactionnel. Et si on parle d'industrie dans les systèmes de manufacturing execution system ou dans les systèmes de supervision, voilà, on applique des modèles de machine learning dans différents segments métiers que sont l'industrie, donc c'est le focus de notre webinaire, mais aussi dans la santé, dans la chimie, dans le pharma, dans le retail, dans la vente, voilà, et ça a pour but d'apporter des prédictions d'explicabilité ou parfois d'obtenir des modèles mixtes. Voilà, on a une stream qui est très orientée recherche opérationnelle, c'est une des particularités de ProBayes. Donc la recherche opérationnelle qui est très appliquée dans le monde du transport et de la logistique, qui vise à faire de l'optimisation de flux en règle générale ou de l'optimisation de ressources et qui a pour objectif de rechercher un optimum parmi un combinatoire complexe. Et enfin, nous avons une dernière stream qui est le Natural Language Processing où nous allons travailler là sur des modèles algorithmiques qui font de l'analyse du langage ou de l'analyse sémantique.
Voilà, courte présentation de ProBase. Je vais laisser la parole à Vincent qui va nous faire part de retours d'expérience dans le domaine de l'industrie et sur des projets concrets d'intelligence artificielle dédiés à la performance industrielle. Alors oui, merci Pierre. Alors, pour commencer, on va lister les problématiques qui, à nos yeux, de par notre expérience, auxquelles l'industrie peut faire face et pour lesquelles l'IA, l'intelligence artificielle, peut apporter des réponses. Donc, les quatre problématiques sont les suivantes. La première, ce sera les problématiques de prédiction. L'idée, c'est quoi? C'est par exemple de vouloir prédire le niveau de qualité d'un lot, d'un batch en fin de production, vouloir prédire une dérive d'un procédé, vouloir prédire une panne d'équipement. Donc là, c'est la branche un peu qu'on appelle la maintenance prédictive. Prédire une ennemie de procédé, etc. Donc vraiment, prédire quelque chose qui va arriver dans la suite. Ce qui est important dans l'industrie, c'est que généralement, ces problématiques de prédiction s'accompagnent d'un besoin d'explication, et d'où la deuxième problématique d'explicabilité qui est très liée à la prédiction généralement. Les problématiques d'explicabilité, c'est quoi? Par exemple, ça va être vouloir identifier avec l'IA les facteurs d'influence sur ma qualité de production. Voilà. Si je prédis que je vais avoir un mauvais lot en fin de production, j'aimerais comprendre en fait pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas à ce moment-là pour pouvoir ensuite avoir une action. D'autres cas possibles, il faudra identifier les paramètres qui sont caractéristiques d'une anomalie, identifier les conditions qui mènent au procédé optimal, etc. Donc, ce qui est particulier dans l'industrie, c'est que finalement, ces deux aspects sont vraiment à mettre en parallèle, et l'un va généralement avec l'autre. On veut prédire souvent, mais on veut parfois autant comprendre ou expliquer que prédire. Troisième problématique, qui est l'optimisation. Donc, ici, ça touche le domaine de recherche opérationnelle dont a parlé Pierre tout à l'heure. L'idée ici, c'est de modéliser en fait mathématiquement un procédé, par exemple, ou des opérations, quand c'est possible, évidemment, et ensuite appliquer des méthodes d'optimisation pour trouver une solution optimale parmi un nombre élevé de possibilités. Donc c'est une branche un peu spécifique de l'IA, sur laquelle on ne va pas vraiment s'attarder aujourd'hui. Des problématiques, ça peut être par exemple pour affecter au mieux les ressources, ou pour des problématiques d'ordonnancement, par exemple. Voilà. Oui, c'est typiquement le cas d'usage, le cas d'utilisation de l'optimisation dans les process industriels. L'optimisation, c'est vraiment appliqué à la planification à l'ordonnancement, c'est-à-dire au regard d'un plan de charge ou d'un plan de production que je dois dérouler, compte tenu de l'encours qu'il y a sur ma ligne de fabrication, comment j'affecte au mieux les différentes ressources, que ce soit de type matière, que ce soit de type main-d'œuvre ou que ce soit de type équipement, comment je les affecte au mieux pour tenir la promesse client des délais et en plus avoir un niveau de qualité convenable par rapport aux produits que je fabrique. Voilà. Dernière problématique, l'imagerie, donc qui est un peu spécifique de par les données à disposition et les outils d'IA nécessaires, mais les problématiques, ça va être vouloir détecter des défauts, des dérives, en utilisant des images, qu'elles soient dans les longueurs d'onde visibles ou d'autres longueurs d'onde, en rayon X, en infrarouge, etc. Détecter les qualités des produits ou analyser l'environnement de production. C'est un peu spécifique de par les outils et les données à disposition. Généralement, les contrôles visuels, c'est plutôt des contrôles d'aspect. Dans le domaine du visible, sur le plan du domaine visible, c'est plutôt du contrôle d'aspect ou du contrôle dimensionnel. Ok. Enfin, dernière problématique qui est liée à la segmentation, on est un petit peu à part. Ça peut être une étape préalable pour des problématiques ensuite de prédiction d'explication. Ça va être essayer d'isoler des groupes, des comportements, des situations, enfin du data mining en fait dans un jeu de données pour ensuite les faire interpréter par un expert et s'en servir dans la suite, mais c'est un petit peu spécifique et on n'en parlera pas vraiment. Alors, maintenant, on va parler vraiment de retour d'expérience concret. Donc ici, c'est un projet qui est vraiment en phase d'exploitation, qui est sur une problématique de compréhension de non-qualité et d'optimisation. On va voir, ça va être une problématique en fait entre la prédiction et l'explicabilité. Alors, le contexte, c'est une usine d'aluminium qui produit en interne des anodes, c'est des gros blocs de carbone, qui sont un des ingrédients clés du procédé de production d'aluminium. Ils produisent plusieurs centaines d'anodes par jour et ils ont un indicateur de qualité qui est la densité de ces anodes. Plus elle va être élevée, meilleur sera le procédé final de production d'aluminium. Dans le cas de ce projet, nous avions trois objectifs. Le premier, modéliser la qualité des anodes, c'est-à-dire créer un modèle à partir des données historiques qui permet de prédire ou comprendre, on va prédire la qualité des anodes en temps réel. Deuxième objectif, déterminer quelles conditions de procédé mènent à des chutes de densité. Ce qui apparaît, c'est que parfois, la densité est moins bonne que d'habitude, et on aimerait pouvoir comprendre ce qui se passe à ce moment-là, quelles sont les conditions de procédé qui sont non optimales à ce moment-là. Enfin, on veut pouvoir fournir des recommandations sur comment est-ce qu'on peut augmenter la densité lorsqu'elle est moins bonne, pour revenir à un optimal, et ce en temps réel. Voilà.
Alors, en termes de données à disposition, nous avions à disposition plus de 150 mesures procédées, par exemple des températures, des intensités, des vitesses, qui sont acquises à une fréquence de la seconde. On a évidemment accès aux densités de chaque anode qui est produite, et avec une profondeur d'historique d'environ 2 ans de production. Petite digression. Globalement, l'ensemble des données sont issues d'un historien industriel, voilà, de type Osisoft Pi pour ne pas les citer, ou Aspetec IP21. Voilà. D'ordre général, quand on travaille dans le domaine industriel, on a besoin d'historique, et c'est vrai que les historiens industriels sont à ce titre généralement des sources de données assez importantes pour appliquer de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Alors, donc, premier objectif, modéliser la qualité des anodes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est on va essayer avec des données historiques et des données de production principalement, voir si on arrive à apprendre avec un modèle d'IA à prédire quand est-ce qu'on produit des bonnes anodes ou quand est-ce qu'on produit des mauvaises anodes ou que des moins bonnes anodes. Comment est-ce qu'on fait ça? Au départ, on doit évidemment préparer les données. Alors, c'est un point sur lequel on ne va pas beaucoup insister aujourd'hui, mais en réalité, dans l'industrie, il y a généralement un énorme besoin de temps à passer pour préparer ces données, puisque les sources sont multiples, les données sont de plus ou moins bonne qualité, donc il y a généralement un travail important nécessaire pour préparer les données. Alors là, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être sélectionner parmi les 150 paramètres les paramètres les plus pertinents. Donc ici, ça se fait avec une interaction avec les experts métiers du sujet. Donc là, on termine avec 41 mesures qui sont utilisées en pratique dans la modélisation. On doit ensuite nettoyer les données, donc supprimer des valeurs aberrantes, traiter des valeurs manquantes, toutes ces choses qu'on doit faire avant toute modélisation. Et enfin, un point intéressant, c'est qu'on va agréger les données sur des périodes de 30 minutes. Donc l'idée, c'est que au départ, les anodes sont produites quasiment en continu. C'est donc un procédé qui est continu. On va ici travailler une maille élémentaire qui est 30 minutes de production. Donc on résume au final nos 41 mesures acquises par chaque seconde au départ sur des périodes de production de 30 minutes. Et on va en fait, pour chaque période, définir si elle était de bonne qualité, donc c'est-à-dire si la densité était suffisamment élevée, ou bien si elle était trop faible. Donc c'est là en fait on transforme ces données en une problématique de classification. On a deux classes, on a les périodes de production qui sont bonnes, optimales, de très bonne densité, et les périodes moins bonnes, de basse densité. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on va apprendre à un modèle de machine learning, un modèle d'IA, à détecter, finalement, étant donné toutes les mesures procédées en temps réel, est-ce que cette période doit être bonne ou pas bonne, étant donné ces paramètres procédés. C'est vraiment ça l'objectif de cette modélisation. Donc, en pratique, là, je vous montre un petit graphe en dessous. On a au cours du temps, en axe X le temps, on a chacune des périodes de 30 minutes qui apparaît, et on a différentes mesures procédées, donc on a 41 en pratique, j'ai mis de 1 à M, qui évoluent au cours du temps. Pour chacune de ces périodes, on a calculé des indicateurs qui résument chacun de ces paramètres procédés, et l'idée c'est qu'au bout des 30 minutes, à la fin, on va se dire, bon, est-ce que mon modèle arrive à prédire ce que devrait être la qualité des anodes à ce moment-là? Et on peut comparer à la réalité. Et on peut voir si finalement notre modèle avait bien prédit correctement la qualité des anodes à ce moment-là. Voilà. Deuxième objectif, déterminer quelles conditions de procédé mènent à des chutes de densité. Alors, l'idée, c'est que si notre modèle, que je vous montrerai au préalable, juste à l'instant, arrive à bien prédire au bout de 30 minutes si ma période est bonne ou pas bonne, on a envie de comprendre, de se dire, ok, alors mon modèle, il a ses paramètres procédés, 41 paramètres procédés, lui, il arrive correctement à comprendre, à prédire si mes anodes sont de bonne qualité ou pas à ce moment-là. Donc, on va vouloir essayer de comprendre comment est-ce qu'il fait. Donc, c'est la problématique d'interprétabilité des modèles de machine learning. Et ça, c'est un domaine qui est très important en ce moment. On veut avoir des bonnes prédictions, mais on veut aussi comprendre ce qui se passe. Alors surtout dans le domaine de l'industrie. Exactement. Bon, les gens, ils ont à faire face à des comportements ou à des situations souvent qui ne sont pas souhaités ou pas désirés, ou voire peut-être mal maîtrisés. Et du coup, on cherche évidemment à éviter de se retrouver dans cette situation ou dans ce comportement-là, process, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'on aime bien comprendre quels sont les facteurs d'influence en fait sur cette situation ou ce comportement, et pour pouvoir directement agir par la suite sur les différents leviers nécessaires à un rétablissement de la situation. Je précise aussi en passant qu'on a souvent tendance,
à vouloir prédire ou à expliquer des choses, voilà, des situations qui ne sont pas forcément souhaitées ou désirées, mais a contrario, on peut aussi avoir des problématiques de l'ordre de la répétabilité. C'est-à-dire que j'ai eu des conditions de fabrication qui étaient optimum, qui étaient le fameux golden batch, que les industriels du domaine du batch connaissent bien cette problématique-là. C'est-à-dire que je souhaite répéter une situation qui était vraiment à l'optimum et je voudrais finalement faire le nécessaire pour répéter ça. Y rester finalement, le plus longtemps possible. Voilà, y rester le plus longtemps possible. Donc on peut inverser la réflexion en disant il y a des situations pas désirées, pas souhaitées, ok, très bien, mais pour autant on peut inverser le raisonnement en essayant de reproduire au mieux une situation optimum grâce à du machine learning et à de l'IA. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, on applique en fait des modules d'IA supplémentaires qui permettent d'obtenir des facteurs d'influence sur des prédictions. Donc, en pratique, pour chaque période de 30 minutes de basse densité qui a été détectée par notre modèle, on va obtenir une liste des 5 mesures procédées les plus importants à ce moment-là, donc qui ont contribué le plus au fait que le modèle prédise une basse densité. Ce qui est intéressant, c'est que ces paramètres ne sont pas toujours les mêmes. Ils vont évoluer dans le temps en fonction des autres paramètres, finalement, en fonction des conditions du procédé à l'instant T. Donc, en pratique, voilà, notre modèle fait une prédiction sur une de nos périodes. La période était de mauvaise densité et le modèle l'a bien détecté. Donc, il avait raison et on veut comprendre pourquoi. Donc là, on applique un module d'explication et donc on obtient une liste de 5 features, 5 paramètres les plus importants pour expliquer la basse densité. C'est un point important, Vincent. C'est-à-dire que dans l'industrie, on peut se retrouver dans une situation, mais pas forcément pour les mêmes raisons et pas forcément pour les mêmes causes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une cause unique qui nous amène à nous retrouver dans une situation ou dans un comportement, notamment et particulièrement dans les industries de process continues et fortement instrumentées. Exactement. Troisième objectif, alors fournir des recommandations pour augmenter la densité en temps réel. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que au préalable, je viens de vous montrer qu'on peut obtenir des explications sur des paramètres qui sont les plus importants pour expliquer une sous-densité, par exemple. Mais rien ne dit que ces paramètres peuvent être actionnables, peuvent être modifiables par les opérateurs au final. Donc, si on nous dit, voilà, ce paramètre est anormal, il cause de la sous-densité, très bien, mais malheureusement, je ne peux pas agir dessus. Donc, c'est intéressant, mais on voudrait aller plus loin. Ouais, un exemple concret, typiquement la température, par exemple, elle peut être directement liée à une ouverture de clapet d'un circuit de refroidissement. Donc on peut agir effectivement sur l'ouverture du clapet de refroidissement, mais on ne peut pas directement agir sur la température. Exactement. Donc on a des paramètres finalement qui vont être actionnables et d'autres qui seront plutôt des capteurs qui ne sont pas modifiables. Et donc l'idée ici, c'est qu'on va vouloir fournir des recommandations sur les paramètres qui sont actionnables pour remonter la densité au mieux, au plus haut possible. Sur ce schéma, ce qu'on voit, c'est à nouveau, au cours du temps, les différentes périodes de 30 minutes de production, et en Y, ce sera la densité des anodes durant chacune de ces périodes. L'idée, c'est qu'on a en rouge le seuil qui définit la basse densité, et à P0, on a une période qui passe sous le seuil de densité. Donc, si rien n'est changé dans la suite, eh bien, la densité va rester mauvaise. Ce qu'on veut faire, c'est remonter finalement au-dessus du seuil et fournir des recommandations sur comment est-ce qu'on peut remonter à ce niveau-là. En pratique, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise notre modèle initial qui permet de prédire la densité de chacune des périodes de production, étant donné les paramètres procédés qui sont mesurés à ce moment-là, et on a à côté une liste, parmi ces 41 mesures procédées, on a la liste de ceux qui sont actionnables. Donc là, en pratique, c'était une liste de 7 ou 8 paramètres, et on sait dans quelle gamme ils peuvent être modifiés. Et donc, on va en fait scanner grosso modo ces paramètres et voir quelle combinaison d'actions permettrait au mieux de réaugmenter la densité. Donc là, en pratique, dans ce projet, on génère une liste de 3 actions à faire pour maximiser la densité dans la suite. Un exemple, là, ce n'est pas des exemples très concrets, mais ça va être, voilà, il faut augmenter le paramètre 1 de la valeur de 48 et le passer à 64. Il faut aussi diminuer x12, le paramètre 12, de 24 à 18, et enfin augmenter la mesure 28 de 158 à 168, etc. C'est vraiment ça, en pratique, qu'on peut fournir comme recommandation. De la même façon que tout à l'heure, les conditions qui ont amené à se retrouver dans une qualité d'anode qui était mauvaise. Voilà, on disait tout à l'heure que les conditions ne sont jamais les mêmes. De la même façon, les recommandations ne sont pas toujours les mêmes en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. C'est pas des conditions uniques, évidemment. Ça dépend au cours du temps. Voilà, ça peut être différents paramètres avec différents seuils, différents niveaux, bien évidemment, et ça en temps réel et au fur et à mesure de la fabrication. Exactement. Pour terminer, donc en termes de déploiement, donc, la fonction, le modèle
est exécuté, donc a été déployé dans l'usine d'aluminium, il est exécuté automatiquement toutes les 30 minutes sur le site. Donc il génère des explications, donc une liste de 5 explications pour les périodes de basse densité qui sont détectées, et il génère aussi des recommandations sur les paramètres qui doivent être modifiés. Ce qui est intéressant, c'est que ce modèle est automatiquement réentraîné toutes les 8 heures en utilisant les derniers 6 mois de données à disposition. Alors ça, c'est un point intéressant. En général, ce qu'on a observé, c'est que dans l'industrie, parfois, les procédés évoluent dans le temps. Et donc, si on ne fait pas ce réapprentissage régulier des modèles, on peut ne plus être bon finalement en termes de capacité de prédiction, puisque on arrive à des nouvelles conditions de procédé qu'on n'a jamais vues. Donc ici, c'est important, ce modèle est réentraîné automatiquement toutes les 8 heures. Enfin, les utilisateurs ont accès à une interface graphique spécifique qui a été mise en place pour eux, qui permet d'obtenir des récapitulatifs des résultats, avoir la liste des explications et des recommandations, et qui permet enfin de visualiser tous les paramètres procédés à disposition. Voilà, donc peut-être Pierre, tu veux rajouter quelque chose sur ce Écoute, usage? on a tellement dit que j'ai plus grand-chose à rajouter. Si ce n'est que c'est une très belle référence dans la mesure où on va répondre à plusieurs besoins côté utilisateur et surtout au niveau de l'usine et de la fabrication et de la production. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent dans l'usine ont déjà des prédictions, c'est-à-dire une modélisation de la qualité de leurs anodes, donc chose qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Donc ça, c'est un point important, cette capacité finalement, à travers un modèle algorithmique, de prédire la qualité de l'anode. Un deuxième point, c'est cette notion d'explicabilité dont tu as parlé, c'est que non seulement on leur prédit la qualité de la note, ça sera bon ou ça sera mauvais, mais en plus on leur explique pourquoi les anodes risquent d'être de mauvaise qualité, donc d'avoir les paramètres d'influence en fait sur la non-qualité des anodes. Et enfin, en dernier lieu, la recommandation. Ça, c'est un point extrêmement important. C'est même plutôt assez rare dans les différents retours d'expérience que l'on a de mise en place de l'IA pour la performance industrielle. C'est de vraiment être en recommandation auprès de l'utilisateur pour lui dire, ben voilà, sur les leviers sur lesquels vous devez agir pour revenir à des conditions de procédé qui soient optimum. Donc voilà, c'est une belle référence. Merci Vincent de ces explications. Ben, merci Pierre. Donc on va passer au deuxième autre expérience, qui est un projet ici qui est en phase de développement, qui n'est pas à un niveau encore de maturité même que le projet précédent, mais qui est une problématique qui est très intéressante, qui est de la segmentation de comportement et de la détection d'anomalies. Alors, le contexte, c'est une startup française qui produit des capteurs plug and play qui permettent de mesurer la consommation électrique d'équipements industriels. Donc, avec ces capteurs, on les branche très simplement et on a accès à une mesure de consommation électrique en continu sur n'importe quel équipement qui a été monitoré. Ces données doivent apporter de la valeur au client final. Et donc, on a deux objectifs. Premier, c'est de segmenter de manière automatique ce signal de consommation électrique en des classes de comportement. Me dire, voilà, j'ai équipé une presse à injecter, par exemple, avec mon capteur, et je vais voir combien de classes de comportement il y a dans ces données. Donc là, la machine est en arrêt, là, la machine démarre, là, elle produit la pièce numéro A, là, elle produit la pièce numéro B, etc. Donc on veut automatiquement détecter les comportements dans nos données de production grâce à ce capteur de consommation électrique. Deuxième objectif, on veut détecter des comportements anormaux, donc des anomalies, qui pourraient être liées à des pannes futures. Donc ça, c'est un point intéressant, c'est que avec ce capteur de consommation, on peut voir si des choses anormales apparaissent. Et parfois, elles peuvent être liées à des anomalies de fonctionnement et donc à peut-être des pannes qui peuvent arriver dans un futur proche. Donc, on veut détecter automatiquement ces anomalies dans ces données. Voilà. Alors, en termes de données disponibles, donc on a ces mesures de consommation électrique qui sont mesurées avec une résolution temporelle d'1 minute, donc 1 point par minute. Dans ce cas d'usage très spécifique, pour lequel on va donner les résultats, les machines qui avaient été équipées sont des presses à injecter, donc qui produisent des pièces en plastique. Et en pratique, en fait, différents sous-équipements de la presse sont monitorés, par exemple le moteur, les résistances, etc. Et nous avions en disposition 4 mois de données collectées. Alors, premier objectif, segmenter automatiquement la consommation électrique en classes de comportement. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, ce que vous voyez ici, c'est un exemple d'acquisition de ces mesures de consommation électrique sur 2 jours de données. Ce que vous voyez finalement, c'est que pour cette machine, on a plutôt un comportement avec des plateaux où on a de la production qui est à peu près stable pendant plusieurs heures, puis des changements brusques vers d'autres états, parfois des arrêts où la consommation tombe à des valeurs très faibles, des redémarrages brusques, etc. Nous, ce qu'on veut faire au départ, pour détecter ces comportements, on va segmenter ces données, on va détecter en fait les transitions. On va se dire, voilà, là j'ai une période qui est à peu près cohérente dans le temps, et puis là j'ai une transition vers un nouvel état.
C'est ce que vous voyez ici. Donc, on a appliqué une méthode pour segmenter, trouver les transitions dans ce jeu de données. Et les transitions ici apparaissent comme des traits rouges, rouges verticaux. Donc, on voit bien, voilà, les différentes périodes de production, différents états sont trouvés de manière automatique. Deuxième objectif, deuxième étape, on va vouloir maintenant détecter des comportements. Donc finalement, ça veut dire quoi par là? Ça veut dire que chacun des segments qu'on a découpés, on va pouvoir les affecter à une classe, à un groupe. Et dans ce groupe, on aura des segments qui se ressemblent, et donc finalement des comportements similaires. Donc l'idée, c'est d'appliquer une méthode qu'on appelle de clustering ici. Donc le clustering, c'est quoi? C'est ça. C'est qu'on part de données qu'on va vouloir automatiquement regrouper par similitude, et donc les segments qui se ressemblent le plus vont être regroupés ensemble, et on obtient des familles de comportements différents, mais à l'intérieur desquels on a des similitudes. Voilà. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc en haut à droite, c'est juste une illustration de ce que peut être un clustering en général. On a un jeu de données, et puis on va le segmenter, on va le séparer en 3 classes, en 3 groupes, 3 clusters ici. Ce que vous voyez en dessous, c'est pour cette même série temporelle d'acquisition que je venais de vous montrer au préalable, la décomposition en groupe finalement qu'on a obtenu. Donc chaque couleur représente un des clusters que nous avons détectés. Donc on voit par exemple en violet ici cette période d'arrêt de production où la consommation est quasiment nulle. Ici, on va dire en saumon, une consommation qui est très très faible. On a les plateaux ici à une consommation d'environ 18 kW, pardon. On est relativement stable et haut. On a des plateaux qui sont plus faibles, vers 3 kW, etc. Voilà. Donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'on a pu, au final, déterminer automatiquement différentes classes de comportements. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, un utilisateur, un expert du métier va pouvoir donner un nom en fait à ces groupes. Se dire, ben voilà, le groupe violet, ici, c'est les arrêts. Le groupe ici, c'est quand je produis les pièces numéro A, B et C, etc. Donc, on va pouvoir interpréter en fait ces différents comportements et du coup, on va pouvoir les suivre de manière automatique dans le temps. Voilà. Alors, au niveau de la consommation, excuse-moi, Vincent, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que le dispositif d'acquisition de la consommation énergétique est plutôt, même si tu l'as dit, hiérarchisé, c'est-à-dire que c'est un équipement global, c'est des presses à injecter, mais après avec les sous-équipements qui la composent. Pour autant, le fait de pouvoir segmenter de cette façon-là permet, alors on va voir que ça nous permet effectivement de faire de la détection d'anomalies contextualisées au comportement de l'équipement, mais ça permet aussi de discriminer de façon beaucoup plus fine la consommation énergétique de l'équipement. C'est-à-dire qu'on est en capacité de pouvoir dire, quand on produit la pièce A, on consomme tant d'énergie, on consomme tant d'énergie. Quand on produit la pièce B, on consomme tant d'énergie, etc., etc. Voilà. Donc c'est un compteur virtuel, mais en tous les cas qui permet de discriminer de façon beaucoup plus fine le signal, la consommation énergétique en fonction du comportement de l'équipement et des conditions dans lesquelles il est en train de travailler. Exactement. Et donc deuxième objectif, détecter des comportements anormaux qui pourraient être liés à des pannes futures. Donc ici, on va vouloir détecter en fait dans ce signal des anomalies. Donc, la première question, c'est quoi une anomalie? Alors en fait, la question n'est pas si simple. Dans notre cas, on a séparé en 2 types d'anomalies possibles. Première, les anomalies ponctuelles. Qu'est-ce que c'est? Ça va être un instant, un point temporel finalement qui est aberrant, qui est anormal, inhabituel finalement, et différent du reste des données. C'est ce qu'on pourrait imaginer sur ce graphe-là. Ici, il y a 2 anomalies, des points très éloignés de ce qu'on voit d'habitude. Premier type d'anomalie. Deuxième type, les anomalies collectives. Donc ce sont en fait des points qui en tant que tels ne sont pas aberrants de par les valeurs qu'ils prennent, mais collectivement, donc enchaînés temporellement les uns avec les autres, ils deviennent aberrants. C'est ce que l'on voit ici sur cette illustration, où en gris un peu plus clair, on voit ici une anomalie qui est collective, on a un pattern, un comportement qui est très différent de ce qu'on a d'habitude. Donc les valeurs en tant que telles ne sont pas aberrantes, mais l'enchaînement est aberrant. Comment est-ce qu'on fait pour détecter ces types d'anomalies? Alors, notre approche, c'est d'apprendre à un modèle d'IA, de machine learning, à reconstruire les séquences de données. Donc, le modèle apprend, avec un ensemble historique de données, à reconstruire les séquences de production. Et lorsque le modèle n'arrive pas bien à reconstruire la séquence, c'est qu'elle est inhabituelle, puisque lui, finalement, il aura appris sur tous les comportements standards, entre guillemets. Donc, statistiquement, il aura vu beaucoup d'exemples habituels sur lesquels il va apprendre. Et dès qu'il n'arrive pas bien à reconstruire les séquences, c'est quelque chose d'inhabituel. Et donc, probablement, une anomalie. Donc, en pratique, pour une anomalie ponctuelle, donc ce que vous voyez ici, ça va être une séquence qui va être reconstruite. Donc, les valeurs orange seront les reconstructions de ma séquence temporelle par mon modèle, et les valeurs bleues, les vraies valeurs.
Et on voit ici, par exemple, au milieu, on a une vraie valeur qui est très élevée, alors que moi, mon modèle ne l'avait pas prédite. Donc ici, on a une anomalie qui est ponctuelle. Deuxième type d'anomalie, l'anomalie collective, où là, on a à nouveau nos prédictions en orange, en bleu, nos valeurs réelles, et là, on voit qu'on a une séquence, en fait, enchaînée de valeurs un peu éloignées de la prédiction, et donc qui, collectivement, vont être anormales. En pratique, voilà ce que ça ressemble sur un exemple de données. Donc, en jaune, sont toujours ces données issues de ces presses injectées. En jaune, des anomalies collectives, et en rouge, des anomalies ponctuelles. Donc, ponctuelles, c'est assez évident, ça va être des surconsommations très très courtes, mais très, très inhabituelles, voilà, très très fortes et très très courtes. Les anomalies collectives sont plus compliquées à mieux interpréter, mais là, en fait, ça va être des formes qui sont inhabituelles. Normalement, c'est plutôt des beaux plateaux bien plats, et là, on a des choses qui sont pas claires comme d'habitude. Voilà. Donc là, on voit, c'est un effet plus fin, mais qui peut être quand même intéressant à remonter. Voilà. Enfin, un point intéressant, on veut aller plus loin. On veut pouvoir intégrer un retour de l'utilisateur et faire ce qu'on appelle de l'active learning. C'est-à-dire que notre modèle va lever des alertes pour des anomalies. Donc là, on génère par exemple 4 anomalies détectées par le modèle et on va les faire annoter par l'utilisateur. Il va nous dire, bah, ok, celle-ci, c'est une vraie anomalie. C'est quelque chose que je veux, pour lequel je veux être alerté dans la suite. Alors que la 2 et la 3, non, ça c'est pas une vraie anomalie, c'est une erreur du modèle. Et la 4, oui, elle me plaît, je voudrais être alerté. Et on va réinjecter ce retour de l'utilisateur dans le modèle pour qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, le modèle s'améliore et que les anomalies soient de plus en plus pertinentes. Voilà. Ouais, c'est un point important que tu viens de dire, Vincent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bon, on parle évidemment beaucoup de maintenance prédictive. Enfin, pour autant, nous, on préfère parler de détection de comportements anormaux ou détection d'anomalies. Voilà, parce que finalement, on peut effectivement, comme vient de l'expliquer Vincent, retrouver des anomalies en fait dans la mesure, mais sans pour autant que ce soit systématiquement une panne. Surtout quand on a affaire à des équipements qui sont appelés à fonctionner dans différentes conditions, Oui. sur différents produits, en fonction de différents paramètres, etc., etc. Imaginons que demain l'industriel fabrique un nouveau produit, ça sous-entend qu'on aura un nouveau pattern et un nouveau comportement du signal de consommation énergétique, et ce ne sera pas forcément une panne ou ce ne sera pas forcément une anomalie en tant que telle, ce sera simplement la fabrication d'un nouveau produit. Exactement. Donc on permettra à l'utilisateur de pouvoir éventuellement dire bah, ça c'est un comportement normal au bout du compte, puisque je suis en train de déclarer finalement une nouvelle production, un nouveau type de production. Voilà. On peut avoir affaire à des changements de paramètres sur la machine, on peut avoir affaire à un remplacement de pièces sur une machine qui modifie légèrement son comportement, on peut avoir affaire à de l'usure dans le temps, etc. Donc au bout du compte, voilà, un changement du comportement du signal n'est pas forcément lié automatiquement, de façon automatique, à une panne. Ça peut être lié à différents facteurs que peuvent être une nouvelle matière première, un nouveau réglage, une nouvelle façon de fonctionner, etc., etc. Exactement. Voilà, donc ce projet est encore en phase de développement, c'est pas encore industrialisé et déployé, mais on espère avoir rapidement des choses qui tournent en production. Voilà. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe peut-être maintenant à la suite? Eh ben, écoute, on va passer à la suite. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est au regard de ces 2 retours d'expérience, on a une démarche qui est quand même approximativement, une méthodologie et une démarche qui est approximativement la même. Oui. Et le but, maintenant, c'est que tu nous expliques un petit peu comment est-ce que on peut mettre tout ça en œuvre. Exactement. Quels sont les prérequis, la démarche pour mettre en place ce type de solution en pratique dans l'industrie? Alors, les prérequis. Évidemment, on a besoin d'un objectif clair. C'est évident, mais c'est très important. Donc, il faut qu'on sache, avant de commencer le projet, quel type de résultat on attend, qu'est-ce qu'on veut comme sortie, qu'est-ce qu'on veut comme résultat attendu par le modèle, qui va utiliser l'outil et comment il va être utilisé, un point important. Et on veut aussi savoir quel va être le ROI, donc le retour sur investissement. Ça, c'est important, se dire, voilà, si mon modèle, par exemple, me permet de gagner 1 point de performance sur tel ou tel indicateur, je sais que ça va m'apporter un certain nombre d'argent. J'ai besoin de connaître ça pour estimer quel niveau de performance j'ai besoin dans mes modèles d'IA pour que ce soit viable. Voilà. Ça, c'est un point important. Enfin, on a besoin de savoir quelles sont les équipes qui vont être impliquées, à la fois pour le développement de la solution et en pratique pour l'utilisation finale. Donc ça va être très clair, formalisé et partagé entre tous les participants. Deuxième point, on a besoin de données. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est que dans l'industrie, les données, on en a souvent beaucoup. On a généralement des sources multiples, beaucoup de capteurs généralement, avec des mesures à haute fréquence. Donc en fait, on a souvent beaucoup de données dans l'industrie. Pratiquement. On ne manque pas de données. La problématique, c'est plutôt la qualité généralement des données et leur représentativité. Donc la qualité, c'est quoi? C'est que
parfois, si les données ne sont jamais utilisées, eh bien, personne ne se rend compte que des capteurs sont hors service, ou que parfois les capteurs donnent des valeurs aberrantes, ou bien que, voilà, ce genre de choses. Et donc, il y a généralement un gros travail qui est nécessaire pour préparer ces données et les rendre utilisables par des modèles d'IA. Donc, meilleure sera la qualité des données, plus rapide sera le temps de développement pour commencer vraiment à faire de la modélisation et pas passer tout le temps sur la partie préparation de données. Voilà. Souvent, Vincent, on nous pose la question, mais de quelle profondeur on a besoin, enfin de quelle quantité d'historique on a besoin. Et les gens se focalisent vraiment sur cette problématique-là, sachant que c'est pas la seule. Non. La profondeur a certes son importance, mais il n'y a pas que la profondeur. Exactement. La variabilité. Il y a la variabilité. Ce qui est important, c'est que les données de qualité, elles doivent être surtout représentatives de ce qu'on veut modéliser. Donc, il faut que les paramètres les plus importants soient mesurés avec le plus de profondeur possible, c'est encore mieux. Mais ce qui est aussi important, ce que je veux mentionner, c'est que ces données qu'on doit utiliser pour apprendre nos modèles doivent être représentatives de la réalité du terrain. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons que j'ai un historique de 2 ans de données, très bien, très complet, mais que demain, le procédé change complètement. Et donc, les données que j'avais à disposition ne sont plus du tout représentatives de la réalité du terrain d'aujourd'hui. Eh bien, ça, c'est problématique, puisque si j'apprends un modèle directement là-dessus, si je le mets en production, ça ne marchera pas très bien. Donc là, on va avoir des problématiques peut-être de réapprentissage régulier du modèle. Mais ça, il faut le garder en tête. Il faudrait, dans l'idéal, que les données soient représentatives de la réalité du terrain aujourd'hui pour que les performances qu'on estime dessus soient réalistes. Troisième prérequis, des algorithmes et des outils d'IA, évidemment. Donc ça, c'est le cœur de métier de ProBayes. Donc c'est quoi? Ça va être des modèles, des algorithmes, des outils d'exploration de données, etc. Un point, je ne vais pas trop en parler, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même accès aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à des librairies open source, donc libres d'accès, de très très bonne qualité, qui permettent aux développeurs de rapidement avoir des résultats robustes et avec des bibliothèques très complètes. Ça, c'est un point important qu'il faut garder en tête. Enfin, on a besoin d'experts. Alors, évidemment d'experts data science, par exemple ProBayes, mais surtout d'experts métiers et IT. L'idée, c'est qu'en particulier dans l'industrie, si on n'a pas une interaction fine et proche entre les experts métiers et les experts data scientists, eh bien, c'est très difficile d'avoir de bons résultats, puisque généralement, les procédés sont très complexes. Et donc, on a besoin de l'expert métier pour apporter la compréhension des problèmes, la connaissance des données, la possibilité d'interpréter les résultats, et aussi le lien avec les équipes opérationnelles pour la phase de déploiement. Donc, vraiment, il faut insister sur le fait que dans l'industrie en particulier, on a besoin d'une interaction importante entre l'expert métier et les équipes data science pour le développement du projet. Voilà. Alors, maintenant que j'ai évoqué ces prérequis, comment est-ce qu'on pratique, comment se passe la démarche pour mettre en place une solution d'IA dans l'industrie? Alors, au départ, on va avoir une phase de mise au point du modèle. Donc, on a l'objectif qui est défini clairement. On a un jeu de données qui va être, on appelle statique, donc ça va être un extrait d'une base de données, enfin de plusieurs sources d'ailleurs possibles, sur par exemple 1 an ou 2 ans d'historique. Une fois qu'on a ça, on va faire une boucle entre les experts data scientists et les experts métiers. Les data scientists vont obtenir des premiers résultats, les partager avec les experts métiers qui vont faire leur retour, dire voilà, ok, c'est bien, c'est pas bien, tiens, ce paramètre-là, faudrait le modifier parce que cette mesure, je sais qu'elle n'est pas fiable, essayer de la combiner avec tel paramètre, etc. Donc là, on va injecter finalement dans la modélisation de l'expertise du métier, et puis au fur et à mesure du temps, on va améliorer les résultats et converger vers des résultats qui satisfont tout le monde. Ensuite, on va passer à une phase d'intégration. Donc on va passer de ce modèle qui a été entraîné une seule fois sur un jeu de données statique, faire en sorte qu'il puisse tourner maintenant en temps réel dans le système d'information de l'usine, de l'industrie. Donc, c'est compliqué de donner des généralités à ce moment-là, puisque ça va être très spécifique de chaque industrie, de chaque système d'information. Et vraiment, l'objectif, c'est de passer de ce modèle statique à un modèle qui pourra tourner en temps réel. Pour enfin passer à la phase d'exploitation, où là, justement, les données dynamiques arrivent en temps réel. Le modèle qui a été entraîné va donner des résultats, des prédictions, des explications, etc., qui vont être exploités par les gens du métier. Et là, la valeur arrive à ce moment-là. Le retour sur investissement commence à apparaître à ce moment-là. Et on mentionne la possibilité de rajouter cette boucle d'auto-apprentissage pour s'adapter, si besoin, aux conditions de procédé qui évoluent dans le temps. Voilà, donc on a fini sur cette présentation. Donc on va passer maintenant à la phase de questions-réponses. Alors, on va regarder ce que vous avez posé comme question. Évidemment, si vous avez des questions maintenant,
n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On va essayer donc de répondre à une partie d'entre elles, en tout cas. Voilà, donc on va répondre à trois ou quatre questions, sachant que évidemment on est à votre disposition pour répondre si on ne répond pas là actuellement là, aux questions qui sont posées, on est en mesure de pouvoir vous répondre en différé. Donc n'hésitez pas, vous aurez notre adresse email par la suite, mais voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions par mail et on se fera vraiment un plaisir d'y répondre. Exactement. Alors, on a une première question donc de Denis. Quel logiciel utilisez-vous pour vos analyses? Donc, en pratique, chez ProBayes, on utilise généralement des outils basés sur du langage Python. Donc, c'est un langage de programmation qui est très pratique pour faire de la datation pour plusieurs raisons. Il est assez simple d'utilisation, donc on peut rapidement monter en compétence dessus. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on a accès à de très nombreuses librairies en open source, donc en accès libre, très complètes pour la data science. Donc voilà, c'est généralement chez ProBayes, on développe en Python nos outils de machine learning en général. Ouais, une des principales bibliothèques qu'on utilise, mais là je parle sous ton contrôle, c'est scikit-learn, hein, qui est une bibliothèque qui est issue d'ailleurs de l'INRIA au départ, exactement. Qui est une des bibliothèques les plus utilisées dans le monde. Hein. Je crois qu'il y a plusieurs centaines de milliers, je crois que c'est 700 000 ou 800 000 utilisateurs dans le monde de cette bibliothèque scikit-learn. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ProBayes est un contributeur en fait à la qualité de cette bibliothèque et participe à sa mise au point. En fait, ce qui est bien dans les outils comme ça, de type scikit-learn open source, c'est que la communauté étant très importante, en fait, elle robustifie fortement la qualité en fait des algorithmes. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'utilisateurs et le code est en accès libre que dès qu'il y a des problèmes, des bugs, ils sont très rapidement corrigés. Donc, en fait, ça rend la librairie très robuste et très fiable. Et scikit-learn, c'est une référence. Il y en a d'autres pour le deep learning, par exemple TensorFlow. C'est le même genre de choses qui sont open source et très facile d'utilisation et très robuste. Voilà. Alors, d'autres questions. Hop. Alors, Damien, pour la collecte des données, vous assurez l'amélioration de l'existant, installation de capteurs supplémentaires, réseau, vous mettez en relation, avec des fournisseurs ou autres. Peut-être te laisser répondre autant. Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ProBayes se situe sur la chaîne de valeur, tout ce qui est capture, transport, stockage de l'information à proprement parler, on n'est pas directement acteur, en fait, on n'est pas des intégrateurs. Donc nous, on n'intervient qu'à partir du moment où des données sont disponibles, et tu l'as dit, dans la démarche, pour aller vérifier la qualité, la variabilité, la profondeur, etc. Donc on est quand même partie prenante de ces thématiques-là. Pour autant, non, on ne prescrit pas en fait de capteurs en tant que tel, on ne prescrit pas d'instrumentation dans le domaine de l'industrie auprès de nos clients. Voilà. Alors après, on peut, lors de discussions, faire émerger le fait que certains facteurs d'influence ne sont pas présents en fait dans les données que l'on a à disposition pour pouvoir prédire une situation. C'est vrai que s'il y a un facteur prépondérant en fait dans la détermination d'un comportement et d'une situation et que ce facteur d'influence n'est pas présent dans les données que l'on a, ça peut être ennuyeux. Mais pour le coup, on arrive par les échanges à mettre éventuellement en exergue ce type de problématique, mais nous ne sommes pas en tant que tels des prescripteurs de mise en place de capteurs dans le domaine de l'industrie. Exactement. Alors, d'autres questions. Alors, est-il possible de mettre en place ce genre de modèle sur des lignes de production neuves? Au bout de combien de temps le système serait efficace? Alors, ça, c'est un sujet assez intéressant. Alors, vraiment dans ce type par exemple, si je vous parle du cas d'usage, le premier cas d'usage pour l'aluminium, c'est vraiment, on va apprendre avec un jeu de données historique. Donc là, en pratique, on apprend avec 6 mois d'historique. En fait, encore une fois, c'est compliqué de dire quelle profondeur on a besoin pour apprendre un modèle. L'important, c'est qu'il faut comprendre que nos modèles vont apprendre sur des données qui doivent être représentatives de la réalité. Donc, si en une semaine, j'arrive à produire, dans certaines usines, ça peut être le cas, je produis énormément de pièces et qui sont finalement, je vois plein de situations qui m'intéressent, des cas de mauvaise production, des cas de bonne production, et qui sont assez nombreux, au moins plusieurs centaines, admettons au minimum, eh bien, je peux déjà faire quelque chose. Mais si j'ai besoin de 10 ans pour avoir plusieurs centaines d'exemples représentatifs, eh bien, il me faudra 10 ans d'historique. Voilà. Donc, c'est très dépendant, finalement, de l'industrie en pratique. Alors, c'est très dépendant de l'industrie, tu as raison, en pratique, et puis tu l'as souligné durant le webinaire. Enfin, il y a une notion qui est fondamentale, c'est la maille élémentaire.
C'est-à-dire que si on produit une dizaine de batchs dans la journée, forcément, ça veut dire qu'on a une dizaine d'exemples, une dizaine de batchs sur des produits différents. Donc, ça veut dire qu'on a une dizaine d'exemples. Donc, on a beaucoup de variabilité, beaucoup de conditions très différentes. Et donc, 10 batchs à la journée, assez rapidement, on va arriver à constituer un historique assez représentatif de tout ce que la chaîne peut fabriquer. A contrario, et j'avais une discussion hier sur ce sujet-là, on peut se retrouver avec des campagnes de fabrication de 28 jours. C'est-à-dire que il faut attendre 28 jours pour avoir le résultat final de ce que l'on a fabriqué, de ce que l'on a produit. Et donc là, forcément, ça veut dire un exemple quasiment par mois. Oui. Et donc, on n'aura pas beaucoup de données. Donc, c'est directement lié quand même à la profondeur d'historique et quand même étroitement lié à la maille élémentaire d'analyse. Et les temps de cycle en fait, de fabrication et de production sont une notion extrêmement importante cette notion de profondeur et d'historique nécessaire à l'entraînement d'un modèle d'intelligence artificielle. Exactement. Alors, on peut peut-être prendre une dernière question, parce qu'on arrive au bout du temps. Alors, qu'entendez-vous par déverrouillage scientifique? Dernier slide avant question-réponse. C'est quelque chose qu'on n'a pas mis en avant. Peut-être que tu veux en parler, Pierre. Oui, alors juste deux mots. C'est vrai qu'on a affaire à des clients industriels qui n'ont pas toujours tous le même degré de maturité. On a parfois des clients qui ont déjà des data scientists qui sont chez eux et qui travaillent chez eux. On a des clients qui n'en ont absolument pas, voilà, qui découvrent l'intelligence artificielle, etc. Donc, le déverrouillage scientifique, il est quand même plutôt lié à des clients qui ont déjà un certain degré de maturité, des data scientists chez eux, et qui ont à faire face à une problématique qu'ils ont du mal à résoudre. Voilà. Donc, voilà, ils ont avancé jusqu'à un certain stade, et puis là, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à aller plus loin, et c'est dans ce cadre-là que parfois ils viennent chercher ProBIS pour voilà, ce fameux déverrouillage scientifique, c'est-à-dire de dire, voilà, là j'ai à faire face à une situation, je suis bloqué, est-ce que vous pouvez m'aider pour déverrouiller ce blocage et essayer d'aller plus loin? Donc c'est dans ce cadre-là qu'on peut intervenir. Très bien. Eh bien, merci Pierre. Donc on arrive au bout de ce webinaire. Oui, écoute, merci Vincent pour ton intervention, riche et très soutenue. Merci à toi. Merci de ces retours d'expérience. Merci à vous d'avoir été présent à ce webinaire. Donc nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous avez nos coordonnées sur le slide, donc moi-même, Pierre Guérin, et puis Vincent également. Donc vous pouvez nous solliciter, voilà, pour continuer à poser des questions. Je tiens à préciser que la présentation que vous avez vue n'est pas accessible en téléchargement, mais vous pouvez nous la demander directement par email et on se fera un plaisir de vous la transmettre si vous en avez besoin. Je tiens aussi à remercier Laetitia qui s'est chargée chez ProBIS de l'organisation de ce webinaire, qui a fait un travail formidable. Donc je tiens également à la remercier vivement de cette préparation et du bon déroulement de ce webinaire. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.